Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Ça y est, nous attaquons officiellement les choses sérieuses. L'objectif dans la série de vidéos qui arrive, c'est de réaliser l'image que vous avez sous les yeux. Donc on va tout faire ensemble de A à Z, pas à pas. Ça s'imprègne vraiment dans la formation. On va mettre en application déjà ce qu'on a vu en termes de modélisation, en termes de matériaux, en termes de lighting. Et surtout, cette image va nous servir de socle et de base pour faire une première approche en termes de compositing. Plutôt que travailler sur une scène qui n'a rien à voir, on va partir de cette scène-là. Je vous montrerai comment rajouter du défocus en compositing, comment changer la couleur d'un élément précis. Par exemple, si ce bonbon ici, je ne le veux pas rouge, je le veux bleu, comment on va réaliser ceci en compositing directement sans refaire un rendu. Les avantages et les inconvénients. Comment on va rajouter une sorte de distorsion de lentille, du grain, changer les couleurs d'un élément spécifique, accentuer un lighting, réduire une light directement en compo sans repasser par le lighting. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le set dressing de base, à savoir la position de ces trois mugs, changer leur shader, donc ça on avait déjà réfléchi de manière procédurale la constitution de cette dernière, le sol et le mur, et le petit réceptacle que vous avez ici, si on a le temps en modélisation, sinon on le fera dans une autre vidéo, sachant que j'ai pas envie de dépasser les 15-20 minutes, sinon je sais que ça en perd certains, pardon. Donc on va essayer de faire petit à petit. La prochaine fois, on fera les matériaux du sol et du mur, on fera ensuite le scattering des petits bonbons qui est au sol, on fera ensuite le lighting, le compositing, la finalisation, etc. etc. Donc il y a du boulot. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est la mise en application concrète d'une scène, et elle n'est pas ridicule si vous arrivez à faire ça pour un premier rendu. Je pense que vous serez assez fiers de vous. Ça paraît peut-être inaccessible pour ceux qui débutent. Croyez-moi, si vous suivez pas à pas, vous allez y arriver. Et ça peut être assez cool de montrer ça sur un portfolio en disant, ben voilà, ça c'était mon premier rendu 3D. Parce que voilà, on a quand même une première intention de lighting qui est assez cool, un compositing qui est simple mais efficace, un set dress qui est je pense, assez intéressant, ça vous permet de voir le système de particules, de scattering au sol, du défocus, voilà, plein de petites choses qui peuvent être mises en avant pour montrer que vous maîtrisez plus ou moins les bases de plusieurs aspects de la 3D. Quand vous allez réaliser cette image de A à Z, normalement, vous avez à peu près touché du doigt les bases en termes de modélisation, de matériaux et de rendu, qui vont vous permettre de faire des petites scènes assez sympas. Alors ce ne sera pas des trucs ultra complexes, là il n'y a pas des simulations avec de la fumée qui sort du mug et tout, on en verra par la suite, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un petit programme en tête, mais voilà, ça vous permet déjà de montrer que vous avez les bases. Mais avant de continuer cette vidéo, que diriez-vous de bénéficier de 5% de réduction sur vos prochains achats high-tech? Ceci est rendu possible grâce au nouveau partenaire de la chaîne, Materiel.net, que l'on ne présente plus et qui est une référence dans le milieu, tout simplement en utilisant le code promo Michael3D, qui est fait pour vous. Que vous cherchiez un ordinateur portable, un appareil photo, une nouvelle télévision, une carte graphique pour faire de la 3D ou du Blender, un PC gamer fait sur mesure ou conseillé par des experts, et surtout quel que soit votre budget, vous y trouverez forcément votre bonheur. Materiel.net est situé à Nantes, cela permet donc en prime de soutenir un site français avec un SAV sans barrière de la langue et extrêmement réactif. Alors n'hésitez pas à utiliser le code Michael3D en passant par le lien situé dans la description et en commentaire épinglé pour profiter de 5% sur l'article le plus cher de votre panier. Merci à eux pour la confiance, c'est une offre extrêmement rare, et merci à vous de permettre ce genre de collaboration. Je vous souhaite sur ce une très bonne suite de vidéos. Donc on va partir de quoi? On va partir de notre scène de base qui est ceci. Donc il y a du boulot, hein. Entre ça et ça, on en est loin. Mais petit à petit, vous allez voir, je pense qu'en 5, 6, 7 vidéos, en fonction de la manière dont on va découper, vous serez opérationnel sur ça. Donc je pense que c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait par défaut? Ce qui est un petit peu compliqué, c'est de savoir, à chaque fois quand on fait de la modélisation du matériau, par quoi commencer. Donc là, on va faire la structure de base du décor, et ensuite, on va pouvoir alimenter cette scène-là au fur et à mesure. Donc je vais faire un file, save as, et je vais venir écraser ma version 4, parce que j'ai dû recommencer l'enregistrement parce que mon micro avait bugué. Donc, une fois que j'ai ceci, je vais ouvrir mon image de référence en haut à droite. Je vais faire Image Open, et je vais prendre tout simplement mon rendu. Donc je mettrai ça accessible sur Discord gratuitement, bien évidemment. Vous amusez pas à afficher ça sur les réseaux sociaux ou autre. C'est vraiment pour vous apprendre la 3D et pour que vous ayez déjà une image de référence. Donc je vais aller dans le Image Editor, pardon. Je précise parce qu'il m'était déjà arrivé de vous fournir des images et que des gens le mettent sur leur portfolio ou autre en disant que c'est eux qui l'avaient réalisé. Alors c'est contre-productif parce que, dans tous les cas, si vous êtes embauché en montrant certaines choses qui ne viennent pas de vous, ils vont très vite s'en apercevoir. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Bon, je vous fais confiance. L'objectif, c'est d'obtenir ceci. Toujours quand on fait de la 3D,
garder des références sous le coude. Là, on en a qu'une, on va essayer de s'en rapprocher. Ce ne sera pas exactement la même image, mais on va essayer de faire au mieux. Toujours des références pour avoir toujours en un seul coup d'œil un aperçu des intentions de lighting, des intentions de colorimétrie, des intentions de set dress, comment est constituée la scène, de point de vue de caméra, etc., etc. Très important. Je vais juste activer les raccourcis clavier, je ne sais pas si je l'avais fait, non, c'est bon. Et on va commencer tout ceci. Donc première chose à réaliser, c'est la structure globale de ma scène. En théorie, on aurait dû commencer par ça, à savoir le sol, le mur, la petite étagère qui est ici, et ensuite on aurait fait le mug. Là, on a un petit peu fait les choses à l'envers, mais si je commence une série de vidéos où on modise un sol et un mur, c'est pas très intéressant, donc le mug est un petit peu plus attrayant, je pense, pour un début. Je vais réaliser deux choses. Avant de faire ça, je vais essayer de vous enseigner également les bonnes pratiques en termes d'organisation et de structuration de scène, et également de fichiers de travail. Ça, à la fin, on fera peut-être un tour en termes de pipeline et de fichiers de travail, comment s'organiser. Sachant que je suis psychorigide. Donc, il y a des choses qui sont plus ou moins obligatoires, il y a des choses où c'est vraiment du confort d'utilisation parce que j'aime bien que les choses soient bien rangées. Mais ça, c'est à vous de voir. Ça dépend également si vous travaillez tout seul ou à plusieurs sur un projet. Si vous voulez rouvrir le projet plus tard et ne pas être perdu. Donc ça dépend un petit peu, c'est plus personnel tout ceci. Donc je vais en haut, hop là, défiler pour split ma scène en deux et je vais afficher l'outliner. L'outliner, je vous rappelle, c'est l'organisation globale de la scène. Donc par défaut, on avait une collection de base qui sert à rien, donc je vais pouvoir directement la supprimer. Tac. J'ai une catégorie asset qu'on avait créée la dernière fois. Dedans, j'ai le mug, je vais rajouter une petite couleur bleue comme ceci. J'ai bien mon mug qui est là avec le contrôleur et la modélisation. Donc là, on est parfait. Je vais créer une nouvelle catégorie. On va considérer que c'est un asset, même si ce n'est pas vraiment un asset, avec new, et je vais l'appeler structure. Alors, il y a toujours le débat, est-ce qu'on les appelle en anglais, en français, en franglais, là où vous êtes le plus à l'aise. Souvent, dans les studios et dans le milieu professionnel, effectivement, on travaille en anglais. Si c'est un projet pour vous, si c'est un projet pour vous et des personnes qui parlent français et qui ont du mal avec l'anglais, faites du français. N'ayez pas peur de ça. Vous pouvez même faire du franglais. C'est peut-être ce qu'on va faire ici. Oui, là, je l'ai appelé asset. Je ne vais pas appeler élément, ni objet, ni autre. Donc voilà, c'est vraiment là où vous êtes le plus à l'aise. Mais dans un milieu professionnel, c'est vrai qu'on a tendance à le faire en anglais. Donc une fois que j'ai mon dossier structure, c'est très bien, je vais les sélectionner juste ici. Ce qui va dire qu'à chaque fois que je vais rajouter un asset dans mon environnement 3D, automatiquement, il va venir se rajouter dans cette collection-là. Donc là, si je fais... Alors attendez, je vais hop là, supprimer la timeline qui ne sert à rien. Si je fais un Shift A Mesh Plane, vous voyez qu'il va se rajouter directement ici. Donc là, c'est parfait. Je vais passer en vue de face pour savoir comment est orienté dans ma scène. Donc avec 1, c'est très bien. Je vais mettre ici. Je vais passer en mode édition. Je fais un CTRL R juste ici pour découper mon élément en deux. Et je vais prendre cette face-là qui ne sert à rien. Je vais faire X Faces. Et là, j'ai ma partie du sol qui est présente. Alors, je ne vais pas le faire trop grand. Pourquoi? Parce que ça ne servira à rien. Là, ma scène, elle est relativement petite. Mon plane, il faut qu'il dépasse un petit peu pour des questions de raccord, d'ombrage ou autre, ou si je veux faire une petite animation. Mais, en soi, ça sert à rien de faire un sol énormément grand si c'est pas visible. Il y a des petites contraintes quand même. Là, vous voyez, par exemple, on a une petite ombre pour donner l'impression qu'on a une étagère au-dessus qui est physiquement présente dans mon environnement 3D, pardon. C'est pour la cohérence globale, mais ne faites pas non plus des choses exagérées. Donc là, c'est mon sol. Souvenez-vous, le mug, on l'avait appelé, on avait du CTRL pour le contrôleur, on avait du MDL pour dire que c'est un objet de type mesh. On a les petits logos dans Blender ici qui nous indiquent si c'est un empty ou un mesh. J'aime bien préfixer, ça c'est par habitude, pas obligatoire. Donc je vais l'appeler MDL sol. On pourrait l'appeler MDL ground, vous faites ce que vous voulez. Là vient une question existentielle. Est-ce que mon mur, je passe en mode édition, je prends ceci, je fais une extrusion? Ce serait pratique pour certains cas. Là, ça ne va pas nous arranger pour différentes raisons. Déjà, ça nous obligerait de faire une sélection d'ID pour faire deux matériaux différents. Pas pratique. Ça nous obligerait, si je veux faire du displace sur le mur, si par exemple j'ai du crépi, à faire également une gestion de displace un petit peu particulière parce que le coin ici en displacement pourrait très facilement exploser en rendu, donc on va pas le faire. Et également, chose qui est assez rédhibitoire, vu que je vais faire un système de scattering sur le sol, avec des petits bonbons répartis un petit peu partout, ben pareil, pour éviter de faire une sélection de face pour dire là il y a du scatter, là il n'y en a pas, pas très pratique, pardon, donc on va préférer découper en deux. Mais ça également, ce n'est pas une obligation, ça dépend vraiment de votre scène, de comment elle est constituée, de comment vous travaillez et comment vous êtes à l'aise.
Il y en a qui vont préférer faire tout en un seul mesh, d'autres qui vont préférer séparer. Je trouve que c'est plus simple en séparant. Donc pour les besoins de la formation, je vais séparer. Je vais faire un Shift D du coup. Et là, l'avantage, c'est que mon pivot est au bon endroit. Donc si je fais un R, X, moins 90, tac, j'ai direct quelque chose qui est nickel. Donc je vais juste le renommer en faisant un double clic et en mettant mur, comme ceci. Et là, on est pas mal. Donc maintenant, je vais positionner ma tasse. Erreur à ne pas faire. Sélectionner le modèle directement, donc soit dans la hiérarchie, soit ici, et le déplacer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, je crée un offset avec mon contrôleur, pas bon du tout. On a, par philosophie et par habitude, tendance à créer à chaque fois un élément contrôleur qui permet vraiment de déplacer mes assets et un élément mesh qui permet vraiment de faire la modélisation de l'asset. Mais j'ai un niveau d'abstraction qui me dit chaque type d'asset a une fonctionnalité précise. Ça, j'insiste dessus, sachant que c'est important sur les assets qui ont pour but d'être déplacés. J'ai pas fait de contrôleur sur le sol et sur le mur parce qu'on va pas l'utiliser pour le set dress. Donc je vais sélectionner mon contrôleur juste ici et je vais déplacer ma tasse à peu près là. Ce qui m'arrangerait, c'est d'avoir une caméra. Parce que là, je vais un petit peu faire mon set dress à l'aveugle. Comment positionner une caméra? Donc ça, on l'a déjà vu. Je vais appuyer sur 1 pour passer en vue de face, sachant que ma caméra, à chaque fois, va se créer sur mon point de pivot 3D, donc c'est le curseur 3D qui est ici, et en fonction de l'alignement de ma vue. Donc si je me mets en vue de face, déjà, on se rapproche un petit peu de ce que j'ai en référence en haut à droite. Je vais cliquer en haut sur le Scene Collection. Je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler Other, pour autre. Alors moi je suis allergique au pluriel, donc j'en mettrai pas. Ça c'est des histoires de convention, de nommage, pour avoir quelque chose qui fonctionne sur 100% des assets. Il y a toujours des débats singulier pluriel. Si vous mettez tout au singulier, vous êtes sûr que ça marche dans 100% des cas, quel que soit le type d'asset. Alors que le pluriel, c'est pas une règle uniforme qui va marcher partout, donc on va être obligé de faire des exceptions. Mon côté psychorigide, une fois de plus, qui parle. Donc là, je vais mettre une nouvelle couleur, par exemple, voilà, du rose. Et cette fois-ci, si je fais Shift A, je vais rajouter une caméra. Alors par défaut, ma caméra, elle est ici. Donc si j'appuie sur 0, nous voilà bien embêtés. Je vais splitter ici ma vue. Je vais passer en vue caméra, voilà, avec 0. Et je vais la déplacer juste ici. Alors je vais faire un G, ZZ. Ça permet de la déplacer sur son Z local. Donc globalement, là, c'est comme si j'avais fait une transition sur le Y, mais ça permet vraiment, il faut imaginer une normale sur la caméra, et du coup, ça permet de la faire avancer en fonction de sa rotation, de manière locale. Donc là, on est pas mal. Je peux supprimer, hop là, ceci en fusionnant, passer en caméra avec 0, faire un GZ, et faire une légère rotation comme ceci, mais pas trop. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont m'embêter. CTRL S. Prenez l'habitude du CTRL S parce que Blender, mine de rien, a tendance à cracher de temps en temps, notamment si vous faites des manipulations un petit peu farfelues, ça peut très facilement fermer et l'autosave ne marche pas forcément. J'aimerais bien obtenir quelque chose comme j'avais en haut à droite. La première chose normalement qui doit vous sauter aux yeux, c'est le ratio d'image. Le ratio d'image, c'est quoi? C'est le rapport largeur-hauteur, donc X et Y. Par défaut, Blender nous propose un ratio d'image en 16 neuvième, donc du 1920 par 1080. Pourquoi? Parce que la majorité des écrans de nos jours, que ce soit des écrans d'ordinateur ou de télévision, c'est le format. Donc on a soit du 1920 par 1080 si on est sur du Full HD, soit du 2560 par 1440 si on est sur du Quad HD, Quad Ultra HD, soit enfin c'est de la 2K en gros, soit de la 4K, etc. etc. Bon, c'est du 16 neuvième en termes de ratio. Là, moi j'ai décidé de faire un ratio carré. Pourquoi? Parce que pour la composition de l'image, je trouvais que ça s'adaptait mieux. Et si vous voulez mettre ça sur Instagram, le format carré est beaucoup mieux. Si vous voulez passer par des portfolios un petit peu plus communs comme ArtStation, il n'y a pas de limitation en termes de ratio. À peu près tout est propice pour mettre en avant un projet, donc c'est à vous de voir. Moi là, pour les besoins, je vais passer en carré. Alors comment je fais? On aurait tendance à se dire, c'est une propriété de la caméra. Non, c'est une erreur. Une caméra ne va avoir que des propriétés physiques, une longueur focale, du shift, du clipping, est-ce que j'active du motion blur, du depth of field, donc de la profondeur de champ, etc., etc. Ça, ce sont des propriétés propres à la caméra. Par contre, le ratio de rendu, comme je le dis, c'est une propriété de rendu, donc c'est une propriété d'output, de sortie. Donc on a juste à aller dans Output, et ici, je vais changer ceci. L'objectif, c'est d'avoir le même ratio en largeur et en hauteur. Alors, vous pourriez vous mettre en 1080 par 1080, ça marcherait. Moi, je vais passer en 1440 par 1440, parce que la résolution de mon ordinateur,
enfin de mon écran en hauteur, c'est du 1440p. Donc comme ça me permet de l'afficher en natif 100% et ça rendra bien. Si vous avez un ordinateur avec un écran 1080p, vous pouvez le mettre en 1080, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de limitation sur ça. C'est pas parce que vous avez un écran Full HD que vous ne pouvez pas faire, pardon, la conjugaison, un rendu en 4K et inversement. Vous pouvez avoir un écran 4K et faire un rendu en 720p si vous voulez. Ne faites pas trop. On a tendance des fois à vouloir faire des choses un petit peu élevées. Ne faites pas un rendu 8K par exemple, parce que dans tous les cas, la plupart des portfolios ne les acceptent pas. Ils vont le downscaler. Si c'est pour Instagram, j'en parle même pas. La compression est telle que du 1440 c'est très bien. Donc voilà. Là, on a un petit souci. Le souci, c'est que déjà, je n'ai pas du tout la même focale. La focale, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre d'avoir, avec des gros guillemets, un effet de zoom sur ma caméra. Regardez, je peux soit le réduire jusqu'à avoir un effet presque fisheye, un truc très très grand, soit l'augmenter pour avoir un effet de zoom. Donc moi, je vais aller par exemple sur du 75, 77, voilà, ça me paraît pas mal. Et j'aimerais bien activer la règle des tiers parce que le sol ici était quasiment en 1 tiers. Donc si je retourne sur ma scène de base, que je prends ma caméra et que j'active ici dans le Viewport Display Composition Guide Third, vous voyez, on est un petit peu en dessous du 1 tiers, donc on va essayer de respecter ça en termes de philosophie. Et mes tasses étaient quasiment coupées en deux par le tiers, et vous voyez qu'on a quelque chose de parfaitement symétrique en termes de position. Et on a le tiers qui est respecté ici par ma première étagère. Donc si vous voulez vraiment des guides en termes de composition, il y en a plein sur internet. Je ne suis pas du tout un spécialiste sur ça. Les histoires de suite de Fibonacci, de nombre d'or, de la règle des tiers, la perspective, le split en deux, il y en a plein, sachant que c'est quelque chose de très précis, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, je vais aller dans le Viewport Display, Composition Guide, Third, et en mode solide, je vais essayer de respecter à peu près ce que j'avais. Donc là, vous voyez, déjà on n'est pas bon. Donc je vais faire une légère rotation comme ceci pour obtenir ce que j'avais dans la scène tout à l'heure. Je vais un petit peu l'approcher avec GZZ pour avoir à peu près la même disposition par rapport au sol. Je vais un petit peu, hop là, le baisser. Et je pense que là, on est à peu près bien. CTRL S. Donc je vais sélectionner mon contrôleur du mug et je vais le déplacer juste ici. Et voilà, on avait vu tout à l'heure qu'on était à peu près sur cette coupe-là. Tac, donc là on va dire que c'est pas mal. Tout ça, on pourra le modifier par la suite, donc n'ayez pas peur, c'est pas destructif. Toujours petit CTRL S. Une fois que j'ai ceci, donc là comment on sait qu'on est pas mal? Parce qu'on voit à peu près l'intérieur comme on avait là. Si je passe en vue preview, vous voyez qu'on a à peu près la même orientation, donc on est OK. Une chose qui est importante quand on fait du set dress, donc le set dress c'est quoi? C'est la mise en place d'éléments sur un décor, pour faire très simple, c'est de briser un petit peu le côté parfait. Vous voyez là, on s'en aperçoit pas forcément, mais j'ai essayé de mettre un petit peu l'effort sur, vous voyez là, les deux éléments empilés avec lui qui a une petite rotation. Là, le petit bonbon qui est incliné à cheval entre le sol et le mug. Ils ont chacun des rotations un petit peu différentes. Donc tout ceci, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. C'est pas facile. Pour avoir une belle image, on va essayer de briser le côté perfection qui n'existe que très rarement dans la vraie vie. Sauf si vraiment vous faites un rendu pour une marque qui veut un truc de commercial, de publicité, de communication, où le truc est ultra aligné, ultra carré, là très bien, on va venir aseptiser la lumière pour avoir quelque chose de très blanc, de très neutre. Là, j'ai essayé de rajouter des petites imperfections, donc on verra tout ça au fur et à mesure. Ça peut passer tout simplement par une rotation. Donc là, je prends mon contrôleur et je fais une légère rotation en RZ pour obtenir quelque chose qui, par exemple, ressemble à ceci. Et vous voyez déjà, ça vient briser un petit peu le côté parallèle avec le mur. Donc là, c'est assez intéressant. Je vais dupliquer ce mug. Comment je fais? Ne dupliquez pas uniquement le contrôleur. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Si vous dupliquez le contrôleur, voilà, vous aurez juste un point qui sert à rien. Donc on va pas faire ça. Je vais sélectionner mon contrôleur, je vais faire clic droit, select your key. Et là, si je fais un Shift D, il m'a tout dupliqué. Donc là, on est parfait. Quel est l'avantage d'avoir utilisé le contrôleur pour faire les transformations? C'est que si je sélectionne mon mug, lui, il n'a aucune transformation à proprement parler, il vient juste hériter des transformations de son parent qui est le contrôleur. Donc si je sélectionne mon contrôleur et que je fais un Alt-R pour réinitialiser ces transformations de rotation qui sont ici, Alt-R, tac, je retrouve mon mug de base. Donc là c'est parfait. Donc je vais pouvoir replacer en vue caméra, me mettre par exemple ici, faire une rotation Z, voilà, quelque chose qui ressemble à peu près à ça, et le positionner de manière à peu près parallèle à ce que j'ai de ce côté-là.
Donc on va le mettre par exemple ici. On va un petit peu le décaler pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais resélectionner avec Select Hierarchy. Je fais un Shift D, je le mets ici et je vais faire une fois de plus une rotation. Donc je fais Alt R pour les resets et je vais faire une rotation. Et là, je vais faire une petite rotation comme ceci. Et là, on pourrait l'empiler de manière parfaitement linéaire comme on a ici. Mais pareil, ça rajouterait pas assez de chaos. Et du coup, le côté réaliste en pâtirait un petit peu. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment la sensation que c'est de la 3D. Alors on voit que c'est de la 3D là aussi, hein, parce qu'on n'a pas voulu faire quelque chose avec des petites imperfections vraiment poussées ou autres. Mais voilà, là déjà, c'est trop flagrant. Donc on va essayer, avec une petite rotation sur mon élément, alors je peux passer en vue perspective, de faire, vous voyez, avec une petite rotation comme ceci, comme si mon élément vraiment rentrait en l'intérieur. Et avec G, je vais essayer de faire en sorte, voilà, comme si vraiment ma tasse était à cheval dessus. Alors même s'il y a une petite interpénétration ici sur le mesh, c'est pas très grave, c'est pas dramatique. Alors je pourrais même l'accentuer, hein. Je pourrais l'accentuer et le faire comme ça. Bon, attention à ce que ça fasse pas trop casse-gueule, mais pourquoi pas. Tac, là si j'appuie en vue 0, j'ai quelque chose qui est assez intéressant en termes de cette adresse, je trouve. Voilà, on a brisé un petit peu le côté parfaitement linéaire de tous les éléments. Là, je peux faire un CTRL S. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne? Si je passe en vue preview, on est déçu de plusieurs choses. Déjà, on a 3 fois le même shader, pas très bon. Nos tasses sont un petit peu trop éloignées par rapport à ce que j'avais ici, donc ça peut venir potentiellement de la caméra qui est trop lointaine, donc ça peut venir de plein d'effets. Donc on va venir sélectionner ces deux contrôleurs, je vais les déplacer un petit peu ici, tac. Pareil pour ce contrôleur-là, je vais venir le déplacer juste là. Donc là, on est un petit peu mieux, on va dire qu'on découpe notre scène de manière assez homogène, CTRL S. Et surtout, on n'a pas d'intention de lighting, donc ça c'est normal, mais on a une répétition de 3 fois la même texture, le même matériau, alors qu'on avait prévu un switch en amont, souvenez-vous, sur la vidéo précédente, pour changer de shader. Donc on va le refaire ensemble. Première chose à faire déjà, dans Render Properties, je vais activer le Ray Tracing. Vous voyez que ça permet d'avoir une sorte de projection d'ombre de contact, qu'on appelle Ambient Occlusion, qui est un petit peu plus poussée. On aura également des approximations en termes de réflexion et de réfraction que l'on n'a pas si on le désactive. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Ça vaut pas Cycles, on va switcher après sur Cycles, comme ça on aura l'avantage et les inconvénients de chacun des deux moteurs de rendu. Mais voilà, ça permet déjà d'avoir une première chose. Tout ce qui est intention de lighting, on le verra plus tard, même pour tout ce qui est HDR ou autre, ça permet de rajouter des réflexions globales sur ma scène et ça va vraiment rajouter en termes de réalisme. Avant de conclure la vidéo, comment on va changer ces 3 matériaux? On l'avait déjà prévu la dernière fois. Si je sélectionne ce mug là, je vais pouvoir ici switcher par exemple en Discord et ça me change la texture. Alors là, je n'ai que 2, alors qu'on s'était dit qu'on pouvait en rajouter plusieurs, hein. Donc j'avais déjà prévu une texture, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez écrire un texte, vous pouvez créer votre propre texture. Moi, hop là, je vais prendre le truc Oli, tac, que je vais relier juste ici. Et voilà, vous mettez le logo que vous voulez. Donc ça, on l'a déjà vu la dernière fois, donc vous pouvez vous y référer. Et donc là, quand je change, vous voyez, en temps réel, j'ai bien ma texture qui change. Par contre, ça change partout. Pourquoi? Parce que les textures sont ce qu'on appelle instanciées. Une instance, c'est quoi? C'est des éléments qui sont liés entre eux. Donc s'il y en a un qui change, ils changent tous. C'est optimisé parce que en termes de stockage en mémoire, on ne le prend qu'une fois. L'inconvénient, c'est que si je veux quelque chose d'un petit peu plus custom, un petit peu plus manuel, au cas par cas sur les assets, je ne peux pas le faire par défaut. Donc je vais faire un CTRL S, comme toujours pour enregistrer, et je vais être obligé de dupliquer mes matériaux en brisant explicitement les instances. Comment ça marche? Quand je suis sur un matériel, vous avez en haut ici un petit numéro. Ici c'est 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement dans ma scène, il y a 3 matériaux instanciés, Material Outside. C'est le nombre de mugs que j'ai, donc c'est cohérent. Si je sélectionne celui-ci et que j'appuie sur le petit 3, hop là, il a disparu, ça veut dire que j'ai brisé l'instance. Du coup, si vous êtes bon en maths, 3 moins 1, ça fait 2. Donc si je sélectionne ce mug-là, vous voyez qu'on est passé de 3 à 2. Donc là, ça veut dire qu'on n'a plus que 2 instances. C'est normal, c'est ces deux-là. Et là, si je brise celui-ci, tac, je n'ai plus aucune instance. Et ça me permet, en temps réel, de venir changer, là, de mettre par exemple le Discord, et de mettre ici ma 3e variation de texture. Et donc là, on est pas mal. CTRL S. Donc là, on a fait le set dress de base de ma scène. Alors je pourrais commencer à créer l'étagère et tout que j'ai en haut,
Mais si vous remarquez, là on a une petite ombre qui vous indique que la scène a une continuité. Donc là, il y a une modélisation qui existe ici, qui vient projeter de l'ombre. Donc tout ceci, c'est quelque chose d'un petit peu plus dépendant du lighting, donc on le fera dans un second temps. Voilà, aujourd'hui, on va considérer que on a vu le CDRS global de la scène, le positionnement de la caméra, donc on est tout bon. Prochaine fois, on fera les matériaux du sol et du mur, ou le système de scattering. Je vais voir en fonction du programme ce qui s'enchaînerait le mieux. Mais voilà, on fera un des deux, et ensuite on fera le lighting, le compositing, l'ajout d'éléments, etc., etc. On va essayer d'y aller petit à petit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je vais trop vite, pas assez vite, s'il y a des choses que vous souhaitez aborder, s'il y a des choses en voyant cette image que vous souhaitez rajouter. Donc peut-être qu'on fera une scène à part où on fera une simulation de fumée dessus, ça peut être intéressant. Voilà, rajouter des trucs sur le mur ou autre, donc parce qu'il est quand même assez simple. Si on zoome, on voit qu'il y a une sorte de crépi, mais il est quand même assez relativement basique. Mais je trouvais ça intéressant également de vous montrer tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur le Discord vos rendus au fur et à mesure de l'avancement des scènes. Je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment vous appréhendez les scènes 3D. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.